La maladie veineuse thromboembolique. Elle est plus fréquente chez la femme que chez l'homme. Et c'est une maladie donc, qui est fréquente dans la population et très grave. Elle regroupe la thrombose veineuse profonde, donc TVP, et l'embolie pulmonaire. Donc le cours متاعنا مقسوم على deux parties, la thrombose veineuse profonde et l'embolie pulmonaire. La thrombose veineuse profonde, c'est l'obstruction d'un tronc veineux profond, souvent au niveau du membre inférieur. Mais il ينجم يكون في الممبر supérieur, il ينجم يكون au niveau digestif, ou au niveau des veines rénales. Donc c'est la thrombose veineuse. Mais le plus souvent, le siège de prédilection, souvent, c'est les membres inférieurs. On distingue les membres inférieurs, les thromboses veineuses proximales, les thromboses veineuses distales. C'est la question d'examen, il faut les différencier. Les thromboses veineuses proximales, mais les veines poplitées ou les veines poplitées incluses, veines poplitées fémorales, iliaques ou cave. Thrombose veineuse distale, c'est les veines jambières, la veine solaire, les veines gastrocnémiennes. Les thromboses veineuses proximales se compliquent davantage d'embolie pulmonaire أكثر من les thromboses veineuses distales. Avec donc la distinction. Attends, je fais pas de traitement, la durée du traitement, mais je kiffe. Donc, il faut différencier thrombose veineuse proximale, thrombose veineuse distale. L'embolie pulmonaire, c'est l'obstruction totale ou partielle des artères pulmonaires ou de leurs branches par des emboles. Quels sont les emboles? Quelle est la nature des emboles possibles? Il y a un embole fibrino-cryolique, à partir d'un caillou donc, plaquettaire qui migre, soit un embole septique, surtout l'endocardite infectieuse, l'endocardite du cœur droit, un embole tumoral, un embole graisseux, l'embolie graisseuse, embole gazeux, l'embolie gazeuse, un corps étranger, voilà, embolie amniotique. Donc un embole amniotique. L'embolie pulmonaire, dans 80% des cas, elle est secondaire à une thrombose veineuse profonde. Bien sûr, j'ai souligné que le risque est plus important en cas de thrombose veineuse proximale. La physiopathologie, donc un mot-clé, la triade de Virchow. Depuis 1856, le monsieur Virchow donc, a mis en évidence les facteurs induisant la thrombose veineuse. 3 facteurs. Un facteur pariétal, c'est l'altération de l'endothélium. Donc facteur pariétal ou altération endothéliale. C'est le paramètre le moins important في الترياد. تنشوفوا القيم تاع الترياد. Exemple في المالادي de B7, les vascularites, surtout la maladie de B7 est la plus thrombogène les vascularites. Donc c'est l'atteinte pariétale. Exemple Z chez les malades sous chimiothérapie, l'utilisation du cathé. Donc cathé c'est un facteur pariétal. Deuxième facteur fait triade, c'est la stase veineuse. Donc c'est le ralentissement du flux sanguin. Généralement, il faut savoir donc que le caillou fibrino, il s'agit donc d'un caillou fibrino-plaquettaire généralement qui se forme. Fibrino-plaquettaire, d'abord c'est un caillou blanc formé de plaquettes, de l'agrégation plaquettaire, puis la coagulation, puis l'étape donc de la formation, la fibrinoformation, il y a la fibrine qui va serrer les mailles en mailles, donc les globules rouges et les plaquettes. Il y a un caillou fibrino-plaquettaire ou un caillou rouge. Donc le caillou il a tendance à se développer au niveau des zones de stase, les zones de faible vélocité. Voilà, les zones de turbulence, surtout au niveau des valvules veineuses. خاطر فما كما قلنا un flux rotatoire donc une faible vélocité غادي donc la zone de stase. وتنشوفوا بعد في المالادي post phlébitique donc surtout c'est l'atteinte des valves veineuses. Donc exemple des circonstances où il y a une stase veineuse, l'alitement prolongé, les varices de membre inférieur خاطر فما incontinence valvulaire donc le sang il stagne, l'insuffisance cardiaque donc la pompe cardiaque ne peut plus donc assurer le débit, donc le sang va stagner. Immobilisation plâtrée aussi. Troisième facteur triade, c'est l'hypercoagulabilité. Là, bien sûr, c'est plusieurs situations, parfois intriquées, dans les facteurs.
Donc, soit augmentation des activateurs de la coagulation, des facteurs de la coagulation, soit par une baisse des inhibiteurs de la coagulation. Donc, la cascade de la coagulation, ce n'est pas un objectif. Donc, comment se forme le thrombus plaquettaire? C'est un thrombus d'abord blanc, plaquettaire, qui va donc devenir un thrombus rouge par la formation de la fibrine globule rouge. Il va se développer donc vers la lumière par des strates successives. Bien les strates, les stries, ce qu'on appelle les stries de zinc. Donc le caillou se développe jusqu'à obstruer la lumière veineuse, jusqu'à l'absence du flux. Il va progresser le thrombus généralement, sachant que le thrombus, donc, un décollement de thrombus, donc ici la formation d'un embole. L'embole, donc, il va former, c'est un embole, donc il va circuler, il va suivre donc la circulation, il va aboutir le plus souvent à une embolie pulmonaire. Donc, la première complication, c'est l'embolie pulmonaire liée au décollement du thrombus et la migration de l'embole. Deuxième complication, c'est lié à la rétraction et épaississement donc de la paroi. Généralement, donc, qui m'appelle le caillou, il se forme au niveau des valves. Au fur et à mesure, donc, il y aura une destruction, un alourdissement des valvules et il y aura une destruction du jeu de valvules. Les valvules donc ne seront plus fonctionnelles et à long terme, c'est la maladie veineuse post-phlébitique ou la post-thrombotique. Donc, les valvules veineuses ne sont plus continentes. Les facteurs de risque et les étiologies, c'est un point très important dans le cours à apprendre par cœur. Donc, très important, devant toute thrombose veineuse, il faut mener une enquête étiologique. D'abord, il y a les facteurs de risque donc, liés au terrain. Le principal facteur, c'est les antécédents de thrombose veineuse d'abord. Donc, dans le cas clinique, il faut relever les facteurs de risque. Donc, d'abord, les antécédents de thrombose veineuse. L'âge supérieur à 50 ans, l'insuffisance veineuse, l'obésité, BMI supérieur à 30. Attention, le tabac n'est pas un facteur de risque de thrombose veineuse. Le tabac n'est pas un facteur de risque. Donc, les facteurs liés au terrain, il y a des facteurs favorisants. C'est généralement des facteurs donc, liés aux circonstances, c'est des facteurs transitoires. Par exemple, l'alitement prolongé, supérieur à 5 jours généralement. L'immobilisation, un patient qui est immobilisé suite à une fracture par exemple du col du fémur. Les voyages aériens de longue distance et prolongés. C'est le syndrome de la classe économique, donc c'est décrit. العباد اللي يمشيو في طيارة من تونس للكندا ou les États-Unis, donc c'est des voyages de longue distance, ما يتحركوش, donc c'est un facteur favorisant. La chirurgie récente, surtout la chirurgie orthopédique, c'est donc la chirurgie la plus pourvoyeuse des thromboses veineuses et des complications. Il y a aussi la chirurgie carcinologique, la neurochirurgie, la chirurgie aussi obstétrique. Les causes médicales, donc les étiologies. D'abord, il y a les néoplasies, donc tout ce qui est cancer. Les thromboses veineuses, dans ce cas, sont sans autres facteurs déclenchants. Généralement, donc, le sujet n'a pas d'autres facteurs associés. C'est des thromboses veineuses qui sont de topographie inhabituelle, donc localisation insolite. Généralement, le membre supérieur, généralement, c'est décrit le syndrome de Trousseau. Le cancer de l'estomac, il y a la notion de thrombose veineuse au niveau du membre supérieur. Donc, c'est le syndrome de Trousseau. C'est un syndrome paranéoplasique. C'est généralement des thromboses veineuses récidivantes. C'est des thromboses veineuses migratrices et c'est des thromboses veineuses qui récidivent sous AVK. Donc, le patient est mis sous AVK. Attention, le cancer, déjà, on préfère donc, les héparines à vapeur moléculaire plus que l'AVK. Donc, le cancer a l'échiatie, donc thrombose veineuse, soit parce qu'il y a une compression par la masse tumorale des veines, soit parce qu'il y a une hypersécrétion d'une substance procoagulante, donc derrière le syndrome paranéoplasique, soit par la thrombocytose aussi. Donc, on a un colonne des facteurs intriqués, la thrombocytose liée à l'inflammation. Les cancers de loin les plus pourvoyeurs
donc des thromboses veineuses, c'est surtout le cancer de l'estomac. En bas de le cancer du pancréas, de la tête du pancréas surtout, en bas le cancer du côlon. Donc déjà, les cancers, un malade qui est c'est fréquemment révélateur. Donc surtout le cancer de l'estomac, c'est fréquemment révélateur, les thromboses veineuses. Donc il n'y a pas un bilan systématique. Enfin, je ne sais pas bilan à faire pour dépister devant une thrombose veineuse un tel ou tel cancer. Ça n'existe pas. Deuxième cause, donc tout ce qui est pathologie cardiovasculaire. Donc il faut savoir que l'incidence des thromboses veineuses profondes est augmentée lors par exemple des IDM non anticoagulés, lors des insuffisances cardiaques congestives, qui me connaît, il y a une stase veineuse, lors des AVC, par exemple sur une jambe hémiplégique, il y a l'immobilisation, donc il y a une stase, donc thrombose veineuse. Troisièmement, les maladies de système. Il faut savoir que la plupart des maladies de système peuvent s'accompagner de thrombose veineuse. Donc avec la thrombose veineuse, généralement, il y a la médecine interne déjà. Donc la pathologie, les est surtout le syndrome des antiphospholipides, le SAP. Le syndrome des antiphospholipides, femme a le syndrome des antiphospholipides primitifs, ou femme a le syndrome des antiphospholipides secondaires à une autre pathologie. Généralement, la pathologie de loin la plus fréquente, c'est le lupus. Donc femme a le syndrome, le SAP primitif, femme a le SAP secondaire. Le SAP, ça donne des thromboses veineuses, mais ça peut donner des thromboses artérielles, surtout des AVC par exemple. Ça donne des fausses couches à répétition, des notions très importantes. Le cas clinique des fausses couches à répétition, ça vous oriente vers le SAP. Une thrombopénie, c'est une thrombopénie. Femme aussi la notion de migraine. La migraine, c'est les patients qui ont SAP, ils ont migraine. C'est un diagnostic biologique. Femme a des critères, donc c'est une maladie à critères. Il y a les anticorps phospholipides, il faut les contrôler donc à 12 semaines donc, d'intervalle. Donc les anticorps sont positifs. Femme a 3 types d'anticorps. Les anticorps anticoagulants de type LIPIC, c'est le plus prédictif de risque de thrombose veineuse. Mais où est le plus constant, ou le plus sensible, le plus spécifique, mais c'est le plus prédictif de risque. Il y a un SAP, il y a un anticoagulant type LIPIC, il fait beaucoup plus de thrombose veineuse que chez le patient qui a un SAP sans anticorps, sans anticoagulant type LIPIC, sans anticorps anticoagulant type LIPIC. Donc, généralement, les patients qui ont un anticoagulant type LIPIC, ça allonge paradoxalement le TCA. Les autres anticorps, donc il y a l'anti-bêta-2 GP1, il y a l'anticorps anticardiolipide. Le lupus systémique, en dehors d'un SAP, c'est généralement une femme jeune, il y a une atteinte cutanée, articulaire, rénale, une sérite, une protéinurie, des cytopénies. La maladie de Behçet, c'est la vascularite la plus pourvoyeuse de thrombose veineuse. Aphthose bipolaire récidivante, donc c'est le symptôme, le symptôme majeur, c'est l'aphthose bipolaire, aphthose buccale et aphthose génitale, anogénitale, qui est récidivante. Il y a aussi une notion d'uvéite, donc peut s'associer avec une uvéite antérieure ou postérieure, donc la maladie de Behçet dans tout au niveau de l'œil, même une vascularite rétinienne. Et aussi les séquelles, donc les atteintes articulaires, cutanées, digestives, l'angio-Behçet. La maladie de Léo-Buerger, c'est surtout chez le sujet jeune tabagique, le grand tabagique. Ça donne classiquement des thromboses veineuses superficielles. Donc ces thromboses veineuses plus que profondes, c'est superficiel. Avec une atteinte artérielle, une artérite qui est distale. Et ça donne des troubles trophiques aussi. Donc, chez le patient, un ulcère de type artériel. Voilà, des troubles donc des phanées au niveau du membre inférieur. Les causes hématologiques. Quatrièmement, les causes hématologiques. 3 causes à apprendre par cœur. Les syndromes myéloprolifératifs. L'hémoglobinurie paroxystique nocturne, l'HPN, et la drépanocytose aqal darja. Il y a aussi d'autres causes médicales. Donc, il faut souligner l'hémiquie, surtout l'hémiquie, donc s'accompagne d'une thrombophilie. Le syndrome néphrotique
Et c'est pas n'importe quel syndrome néphrotique, c'est les syndromes néphrotiques majeurs, surtout lorsque le taux de fibrinogène est très augmenté et lorsque l'albumine est inférieure à 20. C'est lié surtout à la fuite de l'antithrombine droit, lié à un anticoagulant. Il y a aussi des causes iatrogènes, donc il faut apprendre au moins 4 traitements. Question croc, najmji. Les œstroprogestatifs, la contraception orale donc, hatta même les progestatifs, les progestatifs aussi, ont un risque de thrombose veineuse. Donc les deux. Le traitement hormonal substitutif, THS, le tamoxifène, utilisé pour le cancer du sein, tamoxifène, la chimiothérapie anticancéreuse, le thalidomide, utilisé pour le myélome multiple, et aussi les neuroleptiques atypiques, neuroleptiques jdodd donc. Les thrombopénies induites à l'héparie, donc c'est une cause à prendre. C'est un phénomène rare. Mais attention, ça met en jeu le pronostic vital. Allez, le risque majeur, c'est pas uniquement la thrombose veineuse. La thrombopénie induite à l'héparine s'accompagne d'un risque de thrombose artérielle. La fréquence de thrombopénie induite à l'héparine plus fréquente avec l'héparine non fractionnée plus que l'HBPM. Le mécanisme donc physiopathologique, ce n'est pas à apprendre, mais il faut savoir que c'est un mécanisme immunoallergique. Il y a généralement deux types, donc type 1 et un type 2. Il faut savoir que le type 2 est le plus grave. Donc c'est généralement entre le 5e et le 10e jour de l'utilisation de l'héparine. Et bien sûr, la survenue, donc en général, on trouve une thrombopénie avec notion donc, de thrombose veineuse. Il faut arrêter d'emblée l'héparine. On le prévient par la surveillance, donc NFS plaquette, avant le début du traitement et après le début du traitement pendant la première semaine pour dépister une thrombopénie induite à l'héparine. Et c'est très grave. Il y a 3 étiologies dans une thrombose veineuse. La physiopathologie, c'est une compression d'un tronc veineux. 3, il faut les apprendre. Il y a le syndrome de Soleil, le syndrome de défilé thoraco-brachial et le syndrome de Coquette. Le syndrome de Coquette, c'est généralement la compression due à la compression de la veine iliaque primitive gauche par l'artère iliaque primitive droite. C'est toujours le membre inférieur gauche qui est thrombosé, qui est œdémacié. Donc c'est une thrombose veineuse du membre inférieur gauche. Et c'est un phénomène chronique, donc on trouve généralement une circulation veineuse collatérale. Les thrombophilies constitutionnelles. Donc, c'est généralement des thrombophilies acquises. Il y a les thrombophilies constitutionnelles. Ça forme 7% des thrombophilies. Donc, la majorité des cas, c'est des thrombophilies acquises. 7% uniquement sont liés à une thrombophilie constitutionnelle. D'abord, il faut savoir que les maladies responsables d'une thrombophilie constitutionnelle, c'est des maladies autosomiques dominantes. Le terrain, donc, c'est un sujet jeune. Thrombophilie constitutionnelle, c'est pas à l'âge de 70 ans. C'est lorsque la thrombose survient chez un sujet jeune, généralement inférieur à 40 ans. Le seuil, c'est 40 ans. Et lorsqu'il y a des antécédents familiaux de thrombose. Et lorsqu'il y a la notion de thrombose veineuse récidivante, la topographie insolite ou inhabituelle aussi, on y pense, et la survenue sont facteurs déclenchants. Donc, on a des situations de thrombophilie constitutionnelle. Il faut les apprendre dans une question croque. On va développer donc les causes de thrombophilie constitutionnelle. Il faut les apprendre brièvement. Donc, les questions croque, je vais citer 5 causes de thrombophilie constitutionnelle. Donc, il faut apprendre les titres. On bat les détails, donc vous pouvez les zapper. D'abord, déficit en antithrombine. Le déficit en antithrombine, c'est l'anomalie la plus thrombogène. Bien sûr, on a dit que c'est autosomique dominant. Ça se révèle généralement avant l'âge même de 30 ans. C'est très thrombogène, tellement très thrombogène. Donc, une femme, par exemple, qui a accouché de 2 enfants sans incident, puis présente une thrombose veineuse profonde à un âge tardif, on ne pense pas au déficit en antithrombine. Elle aurait dû développer la thrombose pendant la grossesse, par exemple. C'est tellement thrombogène que ça n'attend pas.
Donc au moindre facteur favorisant, ça se déclenche. Remarque d'ordre pratique, lorsqu'on fait le dosage de l'antithrombine, il faut le réaliser avant la mise sous héparine. L'antithrombine, là, c'est un cofacteur donc, de l'héparine. Donc le dosage est faussé. Déficit en protéines C et S. Il faut savoir que c'est plus fréquent que le déficit en antithrombine, mais c'est moins thrombogène. Le dosage il doit être fait avant la mise du patient sous AVK. Une remarque très importante, un signe très évocateur de déficit en protéine C, c'est la survenue de nécrose cutanée dans le premier jour d'introduction d'AVK. C'est quoi la physiopathologie? Généralement, un patient qui est mis sous AVK, donc ça va donc influencer, ça va diminuer les facteurs de vitamine K dépendants. Il faut savoir que le premier facteur qui est atteint, c'est la protéine C. Donc la protéine C, c'est un facteur vitamine K dépendant. C'est le premier facteur, il est un demi de vie, ou le premier qui va diminuer. Ou bien sûr, le protéine C, c'est un inhibiteur de la coagulation. Donc en réalité, l'effet des AVK, c'est un effet thrombogène, mais effet anticoagulant. C'est paradoxal là. Donc généralement, il y aura une formation des thromboses dans la microcirculation et c'est ce qui fait qu'il y a apparition des nécroses cutanées dans les premiers jours d'un traitement avec un. Bien sûr, il y aura la diminution des autres facteurs vitamine K dépendants, facteur 2, facteur 7, facteur 9 et facteur 10. Ça va se manifester l'activité anticoagulante. La résistance à la protéine s'est activée. C'est la mutation du facteur 5 Leiden, c'est la même pathologie. En réalité, la résistance à la protéine C activée est liée à la mutation dans le gène du facteur 5. Allez, le facteur 5, c'est celui, donc sur le site, il y a un site du facteur 5. Sur lui, ça va se fixer la protéine C activée. Si ce site donc est muté, il y aura une fixation de la protéine C activée, mais une résistance à son effet. Cette maladie est longtemps silencieuse. C'est la mutation du facteur 5 de l'Éden à la résistance à la protéine C activée. C'est nouvellement décrit, c'est décrit en 1992, mais d'après donc, les statistiques, c'est la maladie, donc la thrombophilie constitutionnelle la plus fréquente. Mais c'est moins thrombogène que les autres, ça reste longtemps silencieuse. Le diagnostic a deux méthodes, soit la biologie moléculaire à la recherche directe de la mutation du gène, du facteur 5, soit une méthode fonctionnelle. On met en évidence la résistance à la protéine C activée par une méthode fonctionnelle. Quatrièmement, il y a la mutation du facteur 2. Cinquièmement, il y a donc les dysfibrogénémies. C'est discuter les dysfibrogénémies. Il y a aussi l'élévation du facteur 8. Donc, il y a 6 causes. Vous pouvez apprendre 4. Les 4 les plus importantes. L'autre, c'est optionnel. L'hyperhomocysténémie, il faut l'oublier. Donc, ce n'est plus admis comme un facteur de risque de thrombose veineuse. La thrombose veineuse profonde. Donc, on va surtout s'intéresser à décrire la forme classique, phlegmatia alba dolens au niveau des membres inférieurs. Il faut savoir que les signes cliniques sont très variables et peuvent même souvent manquer. Ce sont des signes qui ne sont pas spécifiques, donc c'est manque de spécificité et aussi manque de sensibilité. Dans 50% des cas, la thrombose veineuse profonde est asymptomatique. Les signes généraux, il y a des signes généraux, généralement il y a une fébricule qui précède les signes locaux, le pouls grimpant de malaire et l'angoisse. Les signes locaux de la thrombose veineuse du membre inférieur, la douleur en regard de la zone concernée. Cette douleur, bien sûr, est liée à la compression donc des filets nerveux, à l'inflammation de la veine, à la stase. Cette douleur est mise en évidence par le signe de Homans, donc à la dorsiflexion du pied, il y a une douleur, et à la palpation musculaire. Des signes inflammatoires, donc c'est généralement, il y a un œdème au niveau du membre, c'est un œdème de type inflammatoire, ferme, tendu, douloureux, avec érythème plus augmentation de la chaleur locale. L'œdème donc siège souvent en amont donc de la thrombose. Si la thrombose
au niveau des veines surales, c'est généralement les mollets qui sont tendus. Si donc la thrombose est au niveau de la veine poplitée, c'est la jambe. Si la thrombose est fémoro-iliaque, l'œdème peut arriver jusqu'au pli de l'aine. Il y a aussi la perte du ballottement du mollet et parfois il y aura une impotence fonctionnelle à la mobilisation du membre. Mais les formes atypiques sont les plus fréquentes, généralement donc des signes qui manquent. Les formes topographiques, la thrombose veineuse pelvienne. Donc c'est des douleurs pelviennes avec un œdème pelvien parfois un syndrome subocclusif, parfois un syndrome rectal, donc épreinthénèse, parfois dysurie, donc plusieurs manifestations. Généralement, donc c'est des signes d'empreinte liés à la compression des organes de voisinage. La thrombose de la veine cave inférieure. Elle peut être le résultat soit de l'extension d'un thrombus iliaque ou bien d'un thrombus veineux rénal dans la portion sus-rénale. Les signes cliniques de le syndrome cave inférieure, c'est un œdème bilatéral donc des membres inférieurs jusqu'aux cuisses et une circulation veineuse abdominale superficielle qui est latérale, n'est pas péri-ombilicale, mais qui m'a fait thrombose du système porte. La thrombose de la veine cave supérieure. Donc ça donne ce qu'on appelle le syndrome cave supérieure. Et là, il faut l'apprendre. C'est une question d'examen. Les manifestations, les céphalées. Donc il faut apprendre les céphalées, surtout GIF et QCM. Cyanose de la partie supérieure du corps, œdème palpébral de la face et œdème pélérine en pélérine au niveau donc de creux susclaviculaire. Une circulation veineuse collatérale thoracique, une dyspnée, une toux, même une dysphagie et une dysphonie. Donc le syndrome cave supérieur, il faut apprendre 4 étiologies. Le cancer bronchopulmonaire, surtout le syndrome de Pancostobias, donc au niveau de l'apex pulmonaire, ça donne un syndrome cave supérieur. Le lymphome, ça comprime aussi donc la cave supérieure, donc tout ce qui donne un syndrome médiastinal. Le SAPL, ça peut donner un syndrome cave supérieur. Et la maladie de Behçet, et aussi la présence donc d'un cathé veineux central, donc l'obstruction d'un cathé veineux central, ça peut donner un syndrome cave supérieur. La thrombose du membre supérieur, c'est en augmentation, la thrombose du membre supérieur liée à la surutilisation donc, du pacemaker, de cathé veineux central et de la chimiothérapie. Donc, ça se manifeste par un œdème inflammatoire au niveau du membre supérieur avec parfois une CVC du moyen de l'épaule plus la face antérieure du thorax. C'est généralement la circulation veineuse collatérale. C'est un signe de chronicité. Parmi les autres étiologies, donc le syndrome de défilé thoraco-brachial, ça donne une thrombose du membre supérieur avec généralement une névralgie et ce qu'on appelle côte cervicale, donc une côte supplémentaire cervicale, ça peut comprimer la veine subclavière, donc ça donne une thrombose du membre supérieur. La thrombose des veines rénales, ça peut se manifester par une douleur lombaire, une hématurie, une protéinurie, donc des anomalies de sédiments urinaires, généralement un gros rein palpable et douloureux, mais peuvent être asymptomatiques. Il faut savoir que la cause majeure de thrombose des veines rénales, la cause la plus fréquente, c'est un cancer sous-jacent. Donc les causes, c'est toutes les causes que nous avons discutées au début du cours. Mais les causes par ordre de fréquence, donc il est selon le siège. Par exemple, le thrombose des veines rénales, la cause la plus fréquente qui m'a là, c'est le cancer. D'autres causes aussi, abcès du rein, la fibrose rétropéritonéale et la glomérulonéphrite extramembraneuse surtout. GEM, donc la GEM, ça se complique fréquemment de thrombose des veines rénales. Le syndrome de Budd-Chiari, il faut l'apprendre, c'est lié à une thrombose des veines sus-hépatiques ou à une compression extrinsèque. Ça peut être dû à une compression extrinsèque. Ça donne une hépatomégalie douloureuse, une acide exsudative, un ictère, une insuffisance hépatocellulaire et l'examen donc de référence
pour le mettre pour le diagnostic positif, c'est soit l'écho-doppler veineux, soit un angioscanner. La thrombose veineuse superficielle. Donc c'est généralement la veine saphène au niveau du membre inférieur jusqu'à la face interne de la cuisse. Donc la veine saphène, c'est une veine qui est superficielle au niveau de la face interne. Il faut savoir que la thrombose des veines superficielles, ça a la même valeur que la thrombose veineuse profonde. Donc il faut chercher une étiologie sous-jacente. Il faut la traiter par un traitement anticoagulant. Allez, c'est généralement les mêmes étiologies. Il y a toujours donc le risque d'extension à une veine profonde ou et donc le risque de complications emboliques, surtout l'embolie pulmonaire. Mais le risque est généralement moindre qu'une thrombose veineuse profonde. D'autre part, il faut savoir qu'une thrombose veineuse superficielle est fréquemment associée à une thrombose veineuse profonde. Elle se manifeste cliniquement par un cordon veineux induré et inflammatoire. Les formes cliniques, il y a une forme donc à apprendre par cœur. Il y a la forme la plus grave, c'est la phlébite bleue. C'est une forme très grave mais qui est rare, liée à une compression artérielle par l'œdème, généralement qui est due à une thrombose occlusive du carrefour saphéno-fémoro-iliaque. Donc il y a une thrombose veineuse au niveau du carrefour saphéno-fémoro-iliaque. Il y a un œdème très important, tellement très important qu'il comprime l'artère, donc, et ça donne un tableau d'ischémie du membre, ischémie artérielle du membre associée à la thrombose veineuse profonde. Donc il y a des signes ischémiques, notamment les extrémités sont froides, cyanosées avec l'abolition du pouls, et parfois un état de choc est possible. Donc c'est une urgence, il faut réaliser une thrombectomie et même une aponeurotomie de décharge en urgence. Les examens paracliniques, les didymères veineux. Donc les didymères, c'est les produits de dégradation de la fibrine. Donc ça témoigne toujours de l'existence d'une fibrinoformation. Donc les didymères sont positifs si ça dépasse 500 nanogrammes par millilitre ou microgrammes par litre. C'est un test de dépistage. Ça permet d'éliminer formellement une thrombose veineuse profonde uniquement si la probabilité est faible ou intermédiaire. Ça a une excellente valeur prédictive négative, 95%. Donc, وقتاش نعملوهم des dimères uniquement si la probabilité est faible ou intermédiaire. On dose les didymères rien que pour éliminer la thrombose veineuse profonde. Donc, lorsque le taux inférieur à 500, on élimine d'emblée la thrombose veineuse profonde. Maintenant, si la probabilité est élevée, on ne passe pas par le dosage du dimère. La probabilité, même s'il est négatif ou à probabilité élevée, ça n'exclut pas. Donc, il faut savoir que les dimères, il y a beaucoup de faux positifs. Donc, c'est un examen qui n'est pas très rentable, surtout chez les sujets âgés. Donc, les didymères s'élèvent suite à une inflammation, infection, une néoplasie, une chirurgie en contexte post-opératoire, traumatisme, grossesse postpartum, la dissection aortique, elle est très importante à apprendre cette circonstance. Donc les didymères s'élèvent dissection aortique, s'élèvent aussi dans un contexte d'hémolyse ou de CIVD. Donc il faut les apprendre. Il n'a jamais fait que c'est. L'examen qui fait le diagnostic donc positif, c'est l'écho-doppler. Il faut mentionner le mot doppler veineux des deux membres inférieurs. C'est un examen comparatif. Dima cliniquement en ZF, lorsqu'on vous donne un cas clinique, il faut répondre par une thrombose veineuse profonde du membre inférieur. Il faut préciser toujours le côté droit, gauche. Donc c'est un excellent examen diagnostique, donc une excellente spécificité et sensibilité. La veine normale, c'est une veine qui est vide d'écho, donc anéchogène, compressible sous la sonde, avec l'existence d'un flux Doppler variable avec la respiration. Une veine qui est thrombosée, c'est une veine qui est incompressible, donc c'est un signe indirect. Absence de flux Doppler,
Et le signe direct, c'est l'existence, on peut le mettre donc à l'écho, c'est l'existence d'un thrombus échogène visible dans la lumière. L'écho, ça permet donc d'évaluer l'ancienneté du thrombus. Si le thrombus il adhère à la paroi, c'est un signe d'ancienneté du thrombus. L'extension et le caractère occlusif. L'angioscanner thoraco-abdominopelvien, c'est surtout pour les territoires caves, pour les veines iliofémorales. Diagnostic différentiel devant donc un œdème des membres inférieurs, il faut éliminer une insuffisance cardiaque droite, une maladie post-phlébitique, une insuffisance veineuse, un kyste de Baker, surtout chez un sujet âgé qui présente des gonarthroses, l'hypoalbuminémie. Devant une douleur de membre inférieur, il faut exclure un hématome profond, une douleur musculaire, une sciatique tronquée. Devant une inflammation des membres inférieurs, il faut éliminer une érysipèle, c'est le diagnostic différentiel qui pose le plus de problèmes, une lymphangite, une fasciite ou une dermo-hypodermite. Donc, devant la suspicion de thrombose veineuse profonde, il faut d'abord évaluer la probabilité clinique pré-test. Il y a des scores, il faut savoir qu'il y a des scores, c'est pas à apprendre des scores. Mais si on vous met donc dans un cas clinique, un sujet, donc il y a de plusieurs facteurs de risque et plusieurs circonstances favorisantes, c'est une probabilité élevée. Donc d'emblée, il faut faire l'échographie veineuse. L'échographie Doppler veineuse des membres inférieurs, il faut préciser. Soit ça permet de confirmer la thrombose, et si c'est normal, ça permet bien sûr d'éliminer la thrombose. Bien sûr, c'est opérateur dépendant, il faut qu'elle soit de bonne qualité pour éliminer. Si la probabilité est faible ou bien intermédiaire, il faut faire le dosage des dédimères. Si les dédimères c'est négatif, ça exclut donc la thrombose veineuse. Si les dédimères sont positifs, il faut compléter par une écho Doppler veineuse. Si normal, ça élimine le diagnostic. Si bien sûr ça met une thrombose veineuse, donc on trouve une thrombose veineuse, ça confirme le diagnostic. Les complications de la thrombose veineuse. La complication de loin majeure, c'est l'embolie pulmonaire. C'est la migration embolique, donc l'embolie pulmonaire. C'est la complication la plus grave et la plus fréquente. Il faut la rechercher systématiquement chez un patient de thrombose qui a une thrombose veineuse profonde. C'est-à-dire tout patient qui a une thrombose veineuse profonde, il faut systématiquement l'hospitaliser. Ça peut se compliquer d'embolie pulmonaire. Un examen quotidien, fréquence cardiaque, ECG et rythme respiratoire, et au moindre anomalie, il faut compléter par un gaz du sang. Donc toujours, il faut bien surveiller les patients qui ont une thrombose veineuse profonde. Deuxième complication, l'extension locale sous traitement. Suspectée devant l'absence d'amélioration clinique, il faut la confirmer bien sûr devant une échographie veineuse. Donc il y a une extension de thrombus, même sous traitement. Et dans ce cas, il y a 3 causes. Il faut les apprendre. Question d'examen classique. Soit une mauvaise observance ou surtout une mauvaise posologie de l'héparine, généralement chez les patients obèses. Il faut suspecter la résistance, surtout la résistance à l'héparine, donc un déficit en antithrombine 3. Et il faut suspecter et dépister une thrombopénie induite par l'héparine. Il faut faire donc NFS plaquette. 3 donc, causes à apprendre. Troisième complication, c'est la récidive. Surtout, il faut vérifier la bonne observance du traitement. Il faut surtout chercher un facteur favorisant méconnu. Quatrième complication, c'est la maladie veineuse post-phlébitique ou la post-thrombotique. C'est une insuffisance veineuse chronique secondaire à la destruction des valvules veineuses. Les manifestations cliniques, lourdeur de jambes, les varices, l'œdème, surtout de cheville en fin de journée, les troubles trophiques, ça donne un ulcère veineux qui n'est pas douloureux, mais qui est l'ulcère artériel, et des claudications veineuses de cuisses qui sont rares. L'écho-Doppler veineux, donc c'est le meilleur examen pour détecter l'obstruction et le reflux veineux par l'incontinence valvulaire. Et il faut la prévenir généralement chez les patients atteints d'une thrombose veineuse profonde par la contention élastique, donc à long terme, donc les bas de contention, et
l'éducation du patient. Le traitement. Donc, il faut savoir que l'anticoagulation efficace, c'est une urgence thérapeutique. Devant donc tout patient qui a une thrombose veineuse profonde, il faut l'hospitaliser, il faut mettre en œuvre une anticoagulation efficace en urgence. Les buts, surtout pour limiter l'extension et pour prévenir la migration et donc la survenue d'embolie pulmonaire. D'abord, avant tout traitement anticoagulant, il faut éliminer toute pathologie ou tout risque hémorragique. Il y a des contre-indications au traitement anticoagulant. Les ulcères gastriques, car risque de saigner, un AVC récent et une HTA sévère. Il faut faire un bilan d'hémostase pour dépister une anomalie de la coagulation. Donc, TCA, ATP, un groupe sanguin et une NFS, et il faut faire un bilan rénal, surtout dans créatinine, et on estime la clairance de la créatinine par le DFG. Les HBPM sont contre-indiqués chez les insuffisants rénaux lorsque la clairance de la créate est inférieure à 30. Les HBPM sont contre-indiqués chez les insuffisants rénaux lorsque la clairance est inférieure à 30 ml par minute et chez les patients qui ont des antécédents de thrombopénie induite à l'héparine de type 2. En sous-cutané, on donne 100 unités par kilo x 2 par jour ou bien 1 mg kilo x 2 par jour ou 0,1 ml par 10 kg x 2 par jour. Donc 100 unités, c'est 1 mg, c'est 0,01 ml. Surtout, on donne l'inoxaparine, l'Inovenox, donc l'inoxaparine. Ahfdou donc une seule molécule pour répondre dans le cas clinique. Ma tahfdouch donc les autres molécules, nadroparine ou tanzaparine. Tanzaparine ou l'Inoeb. La surveillance, donc, très important. Il faut faire une NFS bi-hebdomadaire, donc 2 fois par semaine, pour dépister la thrombopénie induite par l'héparine, donc NFS plaquette. Pas de dosage de TCA. Donc, comme le cas clinique, quel est le bilan à faire pour contrôler le traitement? C'est une NFS plaquette, TCA. Héparine non fractionnée, l'héparine sodique, donc non fractionnée, HNF, on peut l'utiliser soit en IV, soit à la pousse seringue électrique, soit en sous-cutané. En sous-cutané, c'est l'héparine calcique, c'est le calciparine. Donc, chez les patients sous héparine non fractionnée, on fait TCA pour les surveiller. Donc, pour l'efficacité, il doit être compris entre 2 et 3 fois la normale, le témoin, et une NFS plaquette pour dépister aussi la thrombopénie induite par l'héparine, qui est plus fréquente. Contre-indiqués uniquement les HNF fait thrombopénie induite à l'héparine. Ils sont utilisés lorsqu'il y a une contre-indication, surtout la clairance de créate inférieure à 30. On n'utilise pas l'HBPM, on utilise l'HNF. Donc il faut apprendre par exemple le calciparine, la dose de calciparine, 500 unités par kilo par jour en sous-cutané, en 2 à 3 injections par exemple. Le relais par les AVK, c'est un relais qui doit être très précoce. Donc les AVK, les ont 48 à 72 heures pour agir. Donc il faut les introduire dès le premier jour. Donc dès le premier jour, on met l'héparine, on met les AVK, donc le Centron. Le chevauchement, donc nous l'INR après généralement 48 à 72 heures. Puis, nous avons donc l'INR chaque 48 heures, généralement, jusqu'à obtenir INR bien 2 ou 3. Quand il y a l'INR bien 2 ou 3, on arrête l'héparine. Le traitement complémentaire, surtout, à ne pas oublier. Donc, dima la mobilisation rapide et la contention élastique par les bas de contention. Les traitements adjuvants, généralement, les cours de résidana, toujours ne pas oublier les traitements adjuvants, les cas cliniques. La durée du traitement. Thrombose superficielle, c'est 1 mois. La thrombose distale, c'est-à-dire la veine poplitée, c'est 3 mois. La thrombose proximale, c'est-à-dire une poplitée on dit 6 mois. Et s'il y a une récidive ou il y a une maladie favorisante, exemple le syndrome des antiphospholipides, c'est un traitement au long cours, voire même à vie. Il y a 2 situations, on ne donne pas le relais par les AVK. 2 situations. On n'a pas oublié par le cancer, ça résiste aux AVK
donc ديما نخليو les héparies. Et la grossesse, le premier et troisième trimestre, le syndrome, les AVK sont contre-indiqués. La prévention, bien sûr, il faut prévenir la maladie veineuse thromboembolique, l'éducation des patients, surtout les facteurs favorisants modifiables, le traitement préventif de la maladie veineuse thromboembolique, donc la thromboprophylaxie, ça dépend selon le risque. Il y a donc des mesures générales, le lever précoce, la mobilisation active et passive des membres inférieurs, les bas de contention, la surélévation des jambes, à apprendre, les mesures adjuvantes. Si le risque est faible, pas de HBPM prophylactique. Si le risque est modéré, on donne l'inoxaparine sous-cutané 0,2 ml en une seule injection par jour. Si le risque est important, on donne l'inoxaparine à dose de 0,4 ml en une injection sous-cutanée par jour. Bien sûr, la durée, ça dépend. Généralement, pour la chirurgie orthopédique, par exemple, qui est une chirurgie lourde, on donne pendant 6 semaines. Pour la chirurgie, généralement, on fait le côlon, on fait l'estomac, on fait le pancréas, on donne pendant 1 mois. Le filtre CAV, le filtre CAV, donc c'est une modalité de traitement s'il y a une embolie pulmonaire survenant en cours d'un traitement efficace d'une thrombose veineuse profonde. S'il y a une thrombose veineuse proximale avec contre-indication aux anticoagulants, surtout par exemple thrombopénie induite par l'héparine, c'est une contre-indication définitive donc, de l'héparine. Donc, filtre CAV. Et s'il y a une extension donc, de thrombose veineuse proximale, le CAV sous traitement anticoagulant efficace. Notez bien un traitement anticoagulant efficace donc à but thérapeutique. C'est à dose hypocoagulante. C'est la même. Avant de finir, le bilan de thrombophilie. Un bilan, il faut donc l'apprendre, un bilan classique. On le fait en absence de facteurs favorisants ou elle a d'une étiologie évidente. Par exemple, si le patient a un cancer du pancréas ou une thrombose veineuse profonde, on ne va pas chercher la cause, c'est attribué au cancer. Si par contre donc, le patient n'a pas d'antécédents, on ne connaît pas, donc on ne trouve aucune étiologie, il faut donc faire un bilan. Il faut faire un bilan de thrombophilie donc constitutionnelle, surtout si les sujets et les jeunes, inférieurs à 40 ou à 45 ans, ça diffère de source, donc selon la source. Et s'il y a des antécédents familiaux, donc si on fait le bilan, on fait le dosage de la protéine C, protéine S, de l'antithrombine 3, et il faut faire donc dépister le syndrome des antiphospholipides, on fait donc les anticorps correspondants. Donc les deux choses à faire, donc le bilan de thrombophilie constitutionnelle plus le simple si le sujet est jeune. Par contre, si le sujet est âgé, supérieur à 45 ans ou à 40 ans, il faut chercher une néoplasie sous-jacente. Donc, il faut un examen clinique minutieux, on peut compléter par des examens paracliniques.